posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons des podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne et dans notre futur. Comment ça marche? Est-ce que c'est fiable? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'opinion publique face à l'énergie nucléaire. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sfen, présenté par Jérôme Godefroy. Et si nous avions changé d'avis à propos de l'énergie nucléaire? Notre vision de cette énergie fluctue beaucoup en fonction des événements et des besoins en énergie. Nous avons voulu aujourd'hui faire le point avec Didier Witkowski. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous dirigez le département des études d'opinion à EDF. Pour commencer, une perspective un peu historique. Est-ce qu'au moment du lancement du grand programme des centrales nucléaires en France, dans les années 60-70, comment s'était perçu ce nucléaire civil? On a des enquêtes qui remontent à l'année 1975. Ouais. Et à l'époque, la question posée, qui était une question qu'on pose toujours aujourd'hui d'ailleurs, qui est une question d'adhésion au nucléaire, assez abstraite, montrait une majorité de Français plutôt favorable à l'époque. Ça n'a pas duré forcément très longtemps. Il y a quelques épisodes qui ont fait baisser ce soutien au nucléaire. Il y a des baisses au début des années 80. On ne sait pas très bien si je pense que l'accident de 3 Mile Island n'y est pour rien, mais il est possible que l'alternance de 80 aux États-Unis, mais il est possible que l'alternance française en 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, ait un peu relancé les opinions négatives sur le nucléaire. Mais le vrai moment de retournement de l'opinion, c'est 86. C'est Tchernobyl. On va y revenir, mais au début, au moment du lancement de ce programme, de Gaulle, Pompidou, etc., est-ce qu'il y avait une espèce de perception de la technique, de la science qui allait nous produire de l'énergie? Oui, sans doute. Alors, c'est difficile. Il faudrait retrouver les études d'opinion de l'époque. Il y avait sans doute... D'abord, le nucléaire civil était quelque chose d'assez nouveau. Il portait une promesse d'indépendance énergétique qui était quand même au cœur des préoccupations des Français après le choc pétrolier. C'était une réponse qui paraissait adéquate et au fond assez en phase avec une idée qui est quand même... qui commence à décliner quand même à l'époque, l'idée du progrès technique continu qui va de pair avec un progrès de la société. C'est une idée qui déjà dans les années 70 périclite un peu. Néanmoins, elle est quand même très portée par les discours publics de l'époque. Et même après l'alternance de 80, finalement, François Mitterrand n'a absolument pas remis en cause le programme de construction de centrales nucléaires. Donc au fond, ça a permis au nucléaire d'être relativement bien accepté jusqu'au milieu des années 80. Il y a aussi des résistances régionales, par exemple la Bretagne, non? Oui, et alors ce sont même des constances, des constantes régionales, parce qu'il y a effectivement des cultures de territoire. Alors la Bretagne est un territoire qui est hostile au nucléaire et qui l'est encore aujourd'hui. Peut-être un peu moins que d'autres pays, donc on soupçonne un peu moins, comme par exemple la région des Pays de Loire, la région nantaise par exemple. Vous avez des territoires dans le sud aussi. Souvent, ce qui fait varier aussi, outre, il y a des mémoires de territoire, des mémoires de lutte sociale, de rapport de force économique, qui fait que une technologie imposée par Paris n'est pas forcément bien acceptée, voire elle crée des peurs qui sont liées à des cultures régionales. Mais vous avez aussi des cultures politiques fortes. Et des régions où... alors, ce n'est pas le cas de la Bretagne, mais par exemple dans la région nantaise où la gauche est très forte, et notamment l'extrême gauche. Et donc, vous avez une résistance culturelle et politique plus forte à l'énergie nucléaire. Après, il n'y a pas de si forte variation régionale que ça, à part des particularités comme celle que je viens de mentionner. Et puis peut-être des régions qui sont, alors elles, pour le coup, plus positives. Je pense à toute la région Rhône-Alpes.
Et alors, il y a une région qu'on a peut-être tendance souvent à décrire comme forcément antinucléaire, parce que sans doute bobo, etc., qui est la région parisienne. En fait, pas du tout. Les Parisiens, la région parisienne n'est pas plus hostile au nucléaire, en tout cas aujourd'hui, que la moyenne des Français. Alors, dans les événements historiques, vous parliez de Tchernobyl en 86, ça a beaucoup d'influence et ça choque l'opinion, quoi. Oui, ça choque l'opinion. D'abord, contrairement à Three Mile Island, Tchernobyl est un accident télévisé. Ouais. On voit ce qu'est un accident nucléaire d'une certaine manière. Et la question évidemment, la question du nuage, de la radioactivité, tout ce que l'on sait de l'accident de Tchernobyl a évidemment très très fortement marqué l'opinion. Cela dit, quand on regarde attentivement les enquêtes d'opinion, le soutien nucléaire ne s'est pas effondré après Tchernobyl. C'est 2 ans plus tard, et sans doute à l'occasion des polémiques sur la question du nuage. Nuage qui aurait qui se serait arrêté au fond France, qui aurait évité, en tout cas, sur la question est-ce que la France a été épargnée par ce nuage. Et c'est à cette époque-là que le soutien nucléaire baisse. On nous a menti, quoi. Oui, c'est un peu on nous a menti, et il y a une défiance vis-à-vis des institutions, qui étaient des institutions en plus à connotation scientifique, qui étaient censées être neutres, nous protéger, et qui ont peut-être failli. Et ça, ça renvoie à une dimension très importante du soutien nucléaire, qui est la confiance dans les institutions qui portent cette technologie. L'effet Tchernobyl et l'effet Fukushima, est-ce que ça a eu le même impact, Fukushima en 2011 ? Alors non, pas du tout. Autant Tchernobyl a eu un effet durable dans l'opinion, c'est-à-dire qu'il a retourné un rapport de force qui était encore favorable jusqu'au milieu des années 80, on va dire dans un rapport de 60-40 en faveur du nucléaire. Il a inversé ce rapport. Donc on passe à 40-60 durablement jusque presque le début des années 2000, avec quelques baisses ponctuelles qui ont été très temporaires, comme par exemple le 11 septembre. C'est-à-dire que tous les événements qui sont des événements traumatisants, un peu traumatisants, cataclysmiques, et en tout cas qui font rejaillir l'idée de menace potentielle, font un peu baisser donc les vagues d'attentats, par exemple. Et ça dure jamais très longtemps, c'est effacé au bout de quelques mois. Alors, Tchernobyl provoque une inversion de l'opinion pendant assez longtemps, qui s'est un peu améliorée au cours des années 2000. Et Fukushima, en revanche, a été un événement qui n'a quasiment pas marqué l'opinion. C'est assez curieux, parce que je parlais tout à l'heure d'événements télévisés, c'est-à-dire quand même. Là, il y avait beaucoup d'images aussi à Fukushima. Et là, il y a une vraie image. Ouais. Et pourtant, on a mesuré un rétablissement de l'opinion en un an. Je vais même vous livrer une anecdote. En juillet 2011, je réalise une étude qualitative sur le nucléaire. Et donc, on réunit des gens autour de tables rondes et on les fait parler. Et notamment, j'avais un groupe de jeunes générations. Donc, on est 4 mois après l'accident. On parle de nucléaire. Je crois qu'il faut attendre la 2e heure de réunion pour que quelqu'un me parle de Fukushima. Ah ouais. Alors, c'est très curieux. Mars 2011, il n'y a pas énormément de... Alors, si, il y a de la concurrence dans l'actualité. Il faut se souvenir que c'est l'époque de l'affaire DSK, en mai 2011, je crois, mai ou juin. Alors, ça occupe beaucoup l'opinion publique française. Est-ce que pour autant, ça peut effacer un événement comme Fukushima ? En fait, c'est un événement qui se passe assez loin de la France. Il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de menaces. Et ce qui est assez symptomatique, c'est que, en tout cas, ça n'a pas eu de... D'abord, l'effet a été court et il a été peu profond. Alors, aujourd'hui, à contrario, la prise de conscience du réchauffement climatique, la mauvaise image des énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole et les difficultés d'approvisionnement, tout ça change ou doit changer la donne quand même.
Alors oui, ça change la donne. Et en même temps, si on regarde attentivement les enquêtes d'opinion, le rétablissement du nucléaire remonte à déjà au moins 2 ans. Donc avant les événements récents qui ont remis en avant la question, évidemment on parle de la guerre en Ukraine, qui ont remis très très fortement en avant la question de l'indépendance énergétique. C'est antérieur alors. C'est antérieur. Et la question de l'indépendance énergétique, on en parlait tout à l'heure, c'est quasiment indissociable de la raison d'être du nucléaire français. Puisque c'est l'acte de naissance dans les années 70. C'est la raison pour laquelle on a construit un parc aussi important. Alors, pour la plupart des gens, c'est un événement qui n'a pas été connu, mais pour une partie de la population, notamment les plus de 60 ans, cette question de l'indépendance énergétique, ça évidemment, ça fait ressortir un souvenir et une sorte de réflexe pro-nucléaire assez important. Mais ça s'est produit, en réalité, le mouvement s'est produit à la fin de l'année 2019. Fin 2019, début 2020. Et singulièrement, au cours de l'année 2020, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a une vraie inflexion du discours de l'exécutif, qui est déjà, dans les faits, dès la PPE, fin 2018. Les commentaires de la PPE elle-même n'a pas été vue évidemment par le grand public, mais les commentaires du public, des médias à l'époque, c'est quand même la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui remet l'électricité au centre de la transition énergétique française et qui déjà redonne des perspectives au nucléaire. Et à l'époque, tous les médias commentent la PPE comme une réouverture en faveur du nucléaire, qui sera confirmée par l'exécutif et par Emmanuel Macron lui-même à plusieurs reprises lors d'interventions, redonnant des perspectives. Le discours du Creusot, redonnant des perspectives à la filière, puis on déclare que le nucléaire serait une énergie d'avenir, puis on parle de construction de nouveaux nucléaires. Enfin, il y a une espèce de séquencement assez régulier qui laisse penser, qui donne des signaux aux Français que le nucléaire est de retour. La fermeture de Fessenheim, par exemple, est-ce que ça a été perçu parfois comme une sorte de gâchis ? Oui, c'est le deuxième événement que j'allais citer. La fermeture de Fessenheim est une sorte de petit électrochoc. C'est au fond l'acte qui devait couronner la transition énergétique version 2012. Et ça François Hollande, ça. François Hollande. Ouais. Et ça se transforme en véritable fiasco et au fond comme un contre-signe. Parce que, et d'ailleurs, tous les médias quasiment, même les médias de gauche ont du mal à être triomphants à cette époque. C'est vraiment commenté comme une sorte de gâchis, un non-sens industriel et climatique. Et fermer une usine à un moment... Il faut rappeler quand même que la fermeture du deuxième réacteur de Fessenheim, c'est juin 2020. On sort juste du confinement, une période qui a remis cruellement en lumière la question de la sous-industrialisation du pays, qui n'est même plus capable de produire des masques et qui ne produira jamais de vaccins. Et vous fermez une usine nucléaire qui fonctionne, qui non seulement est un symbole de l'industrie française, mais qui aussi nous prémunit des importations, et qui est un symbole d'indépendance énergétique. Donc c'est un non-sens, et en plus un non-sens climatique. Donc oui, effectivement, la fermeture de Fessenheim a été un événement important. Alors, il y a aussi des hommes politiques qui changent d'avis. L'illustration la plus flagrante, c'est Brice Lalonde, candidat écologiste à l'élection présidentielle en 81, ancien ministre de l'Environnement. Dans sa jeunesse, il avait milité contre le nucléaire. Et puis, il a changé d'avis. Écoutez. On a combattu contre le nucléaire, mais surtout parce que c'était très commode, si vous me permettez cette expression un peu cynique, parce que du coup, ça permettait au mouvement de se durcir dans des combats, puisqu'il y avait je ne sais combien de centrales prévues à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis, un événement est arrivé très important, et cet événement a tout changé. C'est 1988. En 1988, c'est le GIEC qui se crée. C'est la découverte qu'il y a une menace beaucoup plus importante que le nucléaire, absolument considérable, tellement considérable qu'elle change la planète, quoi. C'est une autre planète. Et cet événement, c'est évidemment le changement climatique. Et du coup, tout ce que nous disions avant, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on a besoin de l'électricité, justement. L'électricité, il faut électrifier le plus possible parce que l'électricité peut être produite sans carbone et que quand on croyait que sur le gaz ou le pétrole, il y en aurait toujours assez, que ce n'était pas un problème, eh ben non, on n'a plus le droit de brûler du pétrole, du charbon et du gaz. C'est fini.
Donc à un moment donné, qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste pas grand-chose. Mais il reste notamment le nucléaire. Alors, d'après ce que dit Brice Lalande, c'est le CO2, le réchauffement climatique qui a fait réfléchir l'opinion. Oui, en partie. En tout cas, ce que signale Brice Lalande, c'est que, en tout cas, une partie des leaders d'opinion, des politiques, je pense notamment à gauche, à partir de 2018. 2018, c'est la période à partir de laquelle les mobilisations climatiques commencent à être très importantes, les mobilisations des jeunes, etc., où les rapports du GIEC deviennent de plus en plus alarmistes. Et ça change un peu la donne. C'est à l'époque où nous, dans les enquêtes qu'on réalise auprès des leaders d'opinion, on voit que les choses bougent très très fortement. Et notamment, quand on pose la question des avantages du nucléaire, question qu'on pose traditionnellement dans toutes nos enquêtes, les avantages, les inconvénients, eh bien, parmi les chefs d'entreprise, parmi les élus, y compris parmi les journalistes, l'avantage premier du nucléaire, c'est la question climatique. Alors que dans le grand public, ça ne l'est pas. Dans le grand public, c'est l'indépendance énergétique. Parce que le CO2 et le nucléaire, ça n'est pas connu du grand public. C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible du grand public, mais qui est parfaitement assimilé par les politiques, les experts, le cercle de Brice Lalande, au fond. Ça ne descend pas forcément très très bas dans la société, mais c'est suffisant pour créer un vrai changement de discours. Pas uniquement, on parlait tout à l'heure de changement de discours à la tête de l'État, mais aussi une vraie inflexion des discours médiatiques. Et ça a été aussi très important, parce que ça a complexifié la question du nucléaire, et ça a contribué à rendre le nucléaire non manichéen, en tout cas la question du nucléaire non manichéenne. Alors, c'est beaucoup mieux accepté aujourd'hui, le nucléaire, mais qu'est-ce qui coince encore? Par exemple, le problème des déchets, est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est un obstacle? C'est une vraie question. Pour l'opinion, je veux dire. Oui, j'entends bien. L'expression du grand public, lorsqu'on leur pose la question, invariablement, ils vont répondre l'inconvénient majeur, ce sont les déchets. Et à plus de 70%. Mais est-ce que les gens savent ce que sont les déchets? Alors, les gens ne savent pas ce que c'est que les déchets. Peut-être d'ailleurs qu'ils répondent ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Les imaginaires autour des déchets, ils sont très variables, mais ils sont vraiment pas très sexy. Les gens imaginent des montagnes de fûts suintants, des choses cachées, alors maintenant un peu enterrées, etc. Mais il n'y a pas d'image fixée. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a d'un côté une constance de cette question des déchets, mais qui n'empêche pas du tout le rétablissement de l'opinion du nucléaire, en faveur du nucléaire. Et donc, d'une certaine manière, les gens font une balance coût-avantage. L'énergie nucléaire, ce n'est pas une énergie désirée, c'est une énergie acceptée. C'est une énergie, la plupart des gens, même ceux qui sont assez pour et depuis longtemps, considèrent que, si on pouvait s'en passer, ce serait peut-être mieux, mais en réalité... Elle a quand même beaucoup d'avantages. Et donc, ils font cette balance coût-avantage. Et les déchets ne suffisent plus à détourner les gens du nucléaire. Alors on va prendre un autre exemple de changement d'opinion chez les hommes politiques. Un autre ancien ministre de l'Environnement, François de Rugy, il était farouchement anti-nucléaire et lui aussi, il a changé d'avis. J'assume d'avoir évolué d'ailleurs sur le sujet et je trouve ça bien de le dire. Il y a des gens, ils évoluent mais ils veulent pas le reconnaître. Puis il y a des gens qui considèrent que rester borné sur les mêmes points de vue, c'est bien. Sur ce sujet ? Parce que aujourd'hui, le défi prioritaire, c'est le climat. Il y a 30 ans, quand je me suis engagé, le climat n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Si on dit notre priorité, c'est le climat, alors on ne peut pas dire dans le même temps la priorité, c'est la sortie du nucléaire. Parce que le nucléaire a un avantage majeur, produire de l'électricité en grande quantité avec zéro émission de gaz à effet de serre. Enfin, vous avez beaucoup évolué parce que quand vous étiez candidat à la primaire socialiste en 2017, vous disiez qu'il faut supprimer le risque nucléaire. Oui, je l'explique dans ce livre et je dis qu'aujourd'hui, j'ai pu vérifier quand j'étais ministre le très haut niveau d'exigence sur la sécurité. L'autorité de sûreté du nucléaire qui est indépendante est très exigeante. C'est pour ça qu'EDF n'a pas pu ouvrir la centrale nucléaire de Flamanville. Un projet qui coûte très cher et qui est retardé. Oui, qui a été retardé autant de temps qu'il fallait pour que la sécurité soit garantie. Et donc, je dis oui, aujourd'hui, en plus, la France est en train de mettre en œuvre une voie originale et efficace, nucléaire plus renouvelable. Alors, François de Rugy, qui est ancien ministre, qui
est tombé en disgrâce à cause d'une affaire de homards, vous vous souvenez, qui s'en explique dans un livre qui s'appelle justement Du pouvoir des homards. Alors, ce qu'il dit à la fin concerne le changement du mélange des énergies. Ça, c'est intéressant. On n'est plus sur le tout nucléaire à la De Gaulle dans les années 60-70. C'est vraiment le mix énergétique qui fait réfléchir maintenant. Oui, et d'une certaine manière, cette idée, elle est complètement intégrée de la part de l'opinion. C'est-à-dire que l'idée de tout parier sur une seule énergie est quand même très, très peu populaire, mais l'idée de mix s'est vraiment installée. Mais du coup, l'idée de mix, elle laisse de la place au nucléaire. On sort d'une période qui a été pendant... à partir des années 2010, au fond, et avant même Fukushima, une dynamique très forte en faveur des renouvelables, qui étaient considérées comme les vraies énergies d'avenir, etc. Cette idée, aujourd'hui, elle est très fortement relativisée. Je pense que derrière ce que dit François de Rugy, il y a la réévaluation du rôle du nucléaire vis-à-vis du climat, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a une sorte de désillusion aussi vis-à-vis des énergies renouvelables. Et c'est en réalité, en France, il faut toujours tenir les éoliennes, par exemple. Oui, là, c'est ça. Il faut toujours tenir les deux parties de l'équation, parce qu'on réfléchit en termes de mix. Et il y a la question de ce que peuvent faire les unes et les autres. Et la question des renouvelables, et notamment la question de leur productivité, elle est posée et elle est constatée aussi par les gens qui sont aux manettes. Est-ce qu'il y a une différence de perception du nucléaire civil entre les hommes et les femmes ? Oui, absolument. Et c'est une constante depuis au moins les années 80, les années 70. Enfin, je suis remonté il n'y a pas très longtemps sur cette question des hommes et des femmes dans une période assez ancienne. Il y a toujours eu une méfiance plus forte des femmes vis-à-vis du nucléaire et parfois une plus grande hésitation. Pas forcément une hostilité plus grande, mais une plus forte hésitation. Sur la longue durée, cet écart entre les hommes et les femmes s'est plutôt réduit en réalité, notamment depuis une dizaine d'années. Mais il demeure, et selon la question posée, on peut avoir encore des écarts de 10 à 15 points entre les hommes et les femmes. Donc les femmes effectivement restent plus hésitantes, voire plus méfiantes. On va écouter maintenant un point de vue étranger. C'est le démocrate américain John Kerry. Ancien sénateur, ancien chef de la diplomatie et actuel délégué à l'environnement du président Biden, Kerry qui lui aussi avait été très anti-nucléaire dans sa jeunesse. I remember the intensity of the nuclear debate when I first started in the environment back in 1970 in the first Earth Day. And I was on the other side of it then. But given this challenge we face today, and given the progress of fourth generation nuclear, go for it. No other alternative, zero emissions. Bon, je traduis rapidement John Kerry. Dans l'intensité du débat nucléaire des années 70, j'étais de l'autre côté de l'opinion à l'époque, mais avec les défis d'aujourd'hui et avec les progrès du nucléaire 4e génération, je dis allons-y, pas d'autre alternative, zéro émission. Là, c'est un changement radical de la part de Kerry. Oui, c'est un changement. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples dans le monde d'opposants essentiels. Alors, il faut se poser la question de l'exemplarité de ces retournements. Je ne suis pas sûr qu'ils aient souvent autant d'impact qu'on le pense. D'abord parce que... Ça fait retournement de veste, c'est ça ? Non, c'est pas tellement ça. C'est que ce qui serait plus exemplaire et qui aurait, je pense, plus d'impact, notamment pour les générations les plus jeunes, ce serait d'avoir des militants écologistes d'aujourd'hui, on va dire, on va pas faire de jeunisme, mais disons peut-être moins de 50 ans, qui retournent leur veste. C'est-à-dire que le problème qu'on a aussi avec des exemples comme Brice Lalonde, comme John Kerry, c'est que c'est un peu des vieux monsieur qui changent d'avis. Et ça, si vous voulez, les jeunes générations qui sont encore aujourd'hui plus rétives que la moyenne au nucléaire, ça les touche pas beaucoup. C'est vraiment une question de génération. Oui, il y a une question de génération qui joue. Je pense qu'il y a toujours la question de l'identification qui joue. Et aujourd'hui, un jeune de 15 ans, franchement, le retournement de John Kerry,
ça n'a pas un impact gigantesque. Et quand Brice Lalonde, pareil. Alors François de Rugy, c'est une personnalité plus récente dans l'écologie, peut-être que, mais qui connaît François de Rugy? Attention, hein, on est dans des cercles évidemment qui sommes très attentifs à tout ça, mais François de Rugy n'a pas non plus une autorité. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de Fukushima, de Tchernobyl, est-ce que un nouvel événement grave de cette intensité peut de nouveau démolir la confiance dans le nucléaire? Est-ce qu'il y a un joker dans ce podcast? Non. C'est excessivement difficile de répondre. Je vous disais tout à l'heure que on a eu deux accidents majeurs. L'opinion publique n'a pas réagi du tout de la même manière après Fukushima qu'après Tchernobyl. On peut parier pour une sorte de... je vais lâcher le mot, de banalisation. Peut-être qu'un nouvel accident... D'abord, ça dépend aussi de l'ampleur de l'accident. C'est difficile de se prononcer comme ça abstraitement. Et puis, vous avez aussi la question de... en fait, oui, il y aura un accident, mais est-ce qu'on peut vraiment, pour autant, remettre en cause le nucléaire partout sur la planète? En réalité, vous avez une sorte de mur de la réalité qui fait que, de toute façon, et c'est le GIEC qui le dit aujourd'hui, on n'arrivera pas à tenir les objectifs de neutralité carbone sans nucléaire. Donc il est tout à fait possible que il y ait une période d'effroi, de sidération, mais que la réalité reprenne le dessus. Et au fond, c'est bien ce qui s'est passé après Fukushima. Eh bien, merci beaucoup Didier Witkowski. Je vous rappelle que vous êtes chargé des études à EDF. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.